Dans 18 mois, Paris et sa banlieue accueilleront l'un des événements sportifs les plus attendus au monde, les Jeux Olympiques 2024. Et si ces images diffusées par le comité d'organisation des Jeux nous font rêver, la réalité, elle, est pour l'instant un peu moins idyllique. Car il reste encore de nombreux défis à relever, notamment sur le plan de la sécurité et des transports. Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Denis, en banlieue parisienne, au siège du comité d'organisation des Jeux. Plus d'1 millier de personnes travaillent ici quotidiennement pour tenter de faire de Paris 2024 un moment inoubliable. La plupart des épreuves auront lieu en Île-de-France et pour encadrer la compétition, le dispositif de sécurité se doit évidemment d'être irréprochable, mais certains émettent déjà quelques réserves. Le sujet majeur, c'est d'abord la cérémonie d'ouverture sur la Seine en plein Paris. Les délégations olympiques partiront du pont d'Austerlitz pour arriver au Trocadéro. Un trajet de 6 km avec plus de 600 000 spectateurs. En tout, 160 barges et près de 10 500 participants. Un événement inédit, hors norme et grandiose, mais un casse-tête sécuritaire. Jusqu'ici, les cérémonies se tenaient dans des stades, des enceintes fermées. En plein air, la tâche se complique. Il faut fouiller tous les spectateurs sur les quais, avec des portiques, des barrières, déminer le fleuve, ainsi que les bateaux, un par un. Mais aussi empêcher toute attaque par drone ou par un tireur isolé. Un danger sous-estimé selon certains membres du conseil d'administration des Jeux. Est-ce qu'on est certain d'avoir une capacité à 100% d'empêcher un attentat terroriste le premier jour, sous les caméras du monde entier? Moi, je ne le crois pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Face aux craintes, les autorités promettent les grands moyens. 30 000 policiers et gendarmes seront déployés chaque jour pour la cérémonie et sur les enceintes sportives, sans compter les militaires. L'armée de l'air fera de la lutte anti-drone sur chaque site olympique. La marine, elle, surveillera les épreuves en mer à Marseille et à Tahiti pour le surf. Côté renseignement, un centre opérationnel est déjà en place contre le terrorisme et les cyberattaques. Et pour éviter les mouvements de foule, comme en mai dernier au Stade de France, les autorités comptent sur un système d'intelligence artificielle permettant de détecter des situations suspectes dans les lieux accueillant les compétitions, mais aussi dans les transports. Cette technologie de pointe serait autorisée de manière expérimentale et temporaire. C'est ce que stipule le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, actuellement débattu au Sénat. Mais associations et collectifs s'insurgent. Pour nous, c'est vraiment de la surveillance de masse. On est hyper opposés et c'est vraiment une instrumentalisation de ce moment. Puisque les Jeux Olympiques, c'est un événement exceptionnel, un peu hors du temps. Et le gouvernement utilise ce caractère exceptionnel pour faire passer des lois exceptionnelles, en fait, et rendre plus acceptables ces technologies de surveillance. Des technologies qui ne pourront de toute façon pas se substituer aux agents physiques. Et c'est justement un autre enjeu, recruter 30 000 agents de sécurité alors que le secteur peine déjà à embaucher. Pour créer des vocations, le gouvernement a créé une formation accélérée avec un diplôme spécial. Mais ce diplôme ne servira que pour les Jeux Olympiques ou l'événementiel. En clair, des contrats courts, précaires, mal payés, pas de quoi attirer les candidats. Il ne donne pas accès ensuite aux autres métiers de sécurité privée. Et donc, comment vont se projeter les gens pour dire « j'acquiers cette formation, j'ai le titre pour faire de la sécurité événementielle pour les Jeux Olympiques, mais je ne peux pas rester dans la profession parce que je n'ai pas les équivalences nécessaires pour continuer sur les autres métiers de sécurité privée ». Dernier défi enfin, contenir le budget alloué à la sécurité, alors que celui-ci a déjà doublé. Il est désormais évalué à 320 millions d'euros contre 182 millions annoncés initialement. Étienne Taubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du comité d'organisation des Jeux Paris 2024. Comme vous, on est très excités par cette perspective. On a très envie que ces Jeux soient grandioses. Mais aujourd'hui, on est venu parler des sujets de préoccupation du moment. Et la sécurité, on vient de le voir, en est un. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes elle-même fait part de son inquiétude sur ce sujet. De quelle manière vous comptez la rassurer ? Évidemment que la sécurité est au cœur de nos préoccupations. C'est un des sujets clés pendant les Jeux, avec toutes ces manifestations sportives qu'on vit en même temps. Il y a tout un
un développement de la filière qui est en cours de valorisation, parce que c'est très important. Et donc Paris 2024 s'inscrit très directement là-dedans, avec une coproduction en matière de sécurité entre l'État, les pouvoirs publics et l'organisateur. Il y a un autre sujet qui préoccupe la Cour des comptes et également les Franciliens, c'est la question des transports. De nombreux usagers aujourd'hui sont excédés par le réseau existant. On a du mal à imaginer comment il pourra absorber des millions de personnes supplémentaires. On va voir ça en images et on en parle juste après. Là là, le monde. Des rames bondées, des voyageurs agglutinés sur les quais ou dans les escalators. Ce genre de scènes dénoncées sur les réseaux sociaux par des usagers des transports parisiens exaspérés sont de plus en plus fréquentes. Qu'en sera-t-il à l'été 2024, lorsque 10 millions de voyageurs supplémentaires seront présents en Île-de-France pour les JO? Paris avait fait de son réseau de transport le point fort de sa candidature avec une ambition affichée, 100% des spectateurs se rendant aux événements soit en transport en commun, soit à pied ou à vélo. 1 an et demi avant la compétition, l'objectif semble inatteignable. On peut tout à fait se demander comment est-ce qu'on va faire avec notre réseau actuel qui ne connaîtra pas beaucoup de développement. Et si on ne peut pas être sûr que les chantiers de modernisation et de développement qui sont à l'œuvre en ce moment seront terminés, on a du mal à croire qu'on va pouvoir accueillir ces voyageurs dans de bonnes conditions, dans des conditions optimales. En candidatant pour accueillir les Jeux, la ville de Paris comptait sur le Grand Paris Express, un projet pharaonique pour moderniser et agrandir son réseau de transport. Plusieurs lignes de métro doivent être créées. La 16, notamment baptisée ligne officielle des JO, elle devait relier plusieurs sites des Jeux en Seine-Saint-Denis. Elle ne sera finalement pas prête à temps. Idem pour le tronçon de la ligne 17, qui prévoit une gare à Duny où doit être installé le village des médias des JO. Seul le prolongement de la ligne 14 doit être achevé à temps. Elle ira de Saint-Denis-Pleyel au nord à l'aéroport d'Orly au sud. Alors comment pallier cette absence de nouvelles lignes? Ce ne sont pas les 3000 nouveaux vélos en libre service qui vont être déployés d'ici à 2024 ou les futures navettes fluviales sur la Seine qui seront suffisants. Contacté par France 24, Île-de-France Mobilité a estimé qu'il était trop tôt pour préciser son plan, un flou qui inquiète à la RATP. On fait comment? On empêche à des agents de la RATP, de la SNCF et des autres opérateurs de transport de partir en vacances durant ces périodes? Ou est-ce que ça veut dire qu'on a recours à des CDD, à de l'intérim, donc en fait de l'emploi précaire? Mais ces salariés en emploi précaire, ils sont déjà aujourd'hui embauchés par les entreprises de transport qui n'arrivent pas à recruter de façon pérenne. Autre obstacle au bon déroulement des JO, le monopole de la RATP sur l'offre de bus à Paris qui doit prendre fin avant 2025 et qui fait peser le risque d'une grève au moment où les caméras du monde entier seront braquées sur la capitale française. Étienne Taubois, est-ce que notre réseau actuel aura vraiment les moyens d'accueillir des millions de personnes supplémentaires? Alors, quelques ordres de grandeur. On parle de millions de personnes, ce n'est pas tout à fait vrai. Nous, le pic de circulation à un jour donné dans le cadre des Jeux, c'est 700 000 voyages. C'est très significatif, mais à comparer aux 10-12 millions de transferts quotidiens, voilà, ça vous donne une ordre de grandeur. Sachant que pendant l'été, à cette période-là, la période des Jeux, c'est à peu près 30% du trafic qui s'inverse. Donc là, on voit déjà que dans les effets de grandeur, on sera dans une situation qui n'est pas tout à fait celle, j'allais dire, du quotidien que vous décriviez tout à l'heure. Par ailleurs, ça nécessite du travail, de l'anticipation. Il va falloir changer un petit peu les opérateurs, les horaires également, la fréquence d'un certain nombre de lignes pour pouvoir alimenter, notamment au niveau des spectateurs, les différents sites de compétition. Mais là encore, on est confiant sur le professionnalisme et la compétence, l'expérience des différents opérateurs pour pouvoir livrer là aussi une expérience transport qui soit fluide, sécurisée pour l'ensemble des spectateurs de Paris 2024. Alors cette question des transports, elle est importante parce que vous êtes fixé comme objectif d'émettre 50% de moins de gaz à effet de serre par rapport aux Jeux de Londres. Sur quel poste justement vous comptez faire des économies? Oui, alors c'est clair, on s'est fixé un petit peu dans la lignée des accords de Paris l'objectif de diminuer par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Alors ça part du concept des opérations. On ne construit pas dans le cadre de Paris 2024, ou peu ou moins que ce qui s'est fait par le passé, puisqu'on ne construira que 2 sites de compétition spécifiques dans le cadre des Jeux. Donc on s'appuie sur l'existant. 95% de nos sites sont existants ou seront temporaires. Donc déjà dans le concept, on a un site compact, ce qui permet là aussi de faire un certain nombre d'économies en matière d'émissions, notamment au niveau du transport. On a beaucoup moins de véhicules, on a à peu près 40% de véhicules en moins
qui vont tourner par rapport à Londres. 100% de nos véhicules seront des véhicules propres. De la même manière qu'on travaille sur la stratégie alimentaire pour privilégier les circuits courts. Et dans l'ensemble de nos achats, on a des clauses en lien avec l'environnement, en lien avec les circuits courts, en lien avec y compris la partie sociale, d'inclusion, de relation avec le handicap. Et pour ça, on essaie d'être exemplaire. Sur la question de la maîtrise du budget, on sait que vous voulez aussi être très vigilant là-dessus. Malgré tout, le budget a déjà augmenté de 10% par rapport à ce qu'il était initialement prévu. Il est passé aujourd'hui à 4 380 millions d'euros. Quelles sont vos parades pour éviter que justement les finances n'explosent? Alors là encore, je voudrais remettre en perspective, nous sommes sur un budget équilibré. Donc on parle des dépenses toujours, mais il faut aussi parler des recettes. Et donc aujourd'hui, nous ne dépenserons que ce que nous gagnons, avec des revenus qui sont issus de la billetterie, du CIO, des droits télé, des partenariats, pour 96% du budget. Alors on est comme tout le monde touché par l'inflation. Et donc ça a un impact fort sur l'évolution que vous évoquiez, plus de 5% d'évolution. Mais voilà, quand on voit la taille du projet aujourd'hui, on constate en effet une légère augmentation des coûts, mais aujourd'hui ils sont parfaitement maîtrisés. Et plus on se rapproche de l'événement, et plus on a des certitudes justement en matière budgétaire qui nous permettent aujourd'hui d'être confiants là encore sur notre capacité à maintenir un budget équilibré. En tout cas, c'est notre engagement, il est fort et on le tiendra. Étienne Thomas, j'ai évoqué avec vous les sujets de préoccupation du moment, mais évidemment, on a quand même envie de rêver, de faire rêver nos téléspectateurs. Expliquez-nous en quoi ces Jeux augurent d'une nouvelle ère et en quoi on se souviendra longtemps de Paris 2024. On essaye au travers de nos sites. On va jouer au beach volley sous la Tour Eiffel, le château de Versailles comme écrin pour les épreuves d'équitation. On amène les Jeux au cœur de ville, à la Concorde, aux Invalides. Donc ça va être des sites extraordinaires qui, on l'espère, vont faire rêver le monde entier. C'est dans la manière dont on construit ces Jeux. On a plus de 2 millions de personnes aujourd'hui qui font partie d'une communauté Paris 2024. Et ça se traduit par un engouement populaire. Plus de 80% de la population derrière ces Jeux. Pour nous, c'est fondamental. Je vous donne rendez-vous le 26 juillet 2024 à Paris pour cette fabuleuse cérémonie d'ouverture. Et ce sera le début d'une grande fête de 2 mois. On sera là avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur France 24.